Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Pour ce nouvel épisode hors série, je reçois sur le podcast Shana, alias Astrolia, astrologue et sorcière féministe. Celle-ci revient pour nous sur l'origine de l'astrologie, sur ses différentes sortes et bienfaits, tout en nous expliquant en quoi celle-ci est un formidable outil de connaissance de soi pour sortir de sa zone de confort et réaliser ses rêves. Bonjour Shana. Bonjour Laura. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast pour un sujet hors série qui va être autour de la sortie de zone de confort grâce à l'astrologie. J'ai beaucoup de questions. Donc, je vais essayer vraiment de poser les essentiels, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai envie de savoir et que tu partages tellement de choses intéressantes sur ton compte Instagram que vraiment... Mais je vais commencer donc par une question très simple. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient l'astrologie et qu'est-ce que c'est ? Alors, écoute Laura, déjà merci à toi de m'avoir accueilli sur ton podcast, ça fait plaisir. Alors, pour revenir vraiment au début de l'astrologie, en fait, l'astrologie, c'était de base perçu comme une science il y a plus de 5000 ans d'ici. Donc, l'astrologie, vraiment la pratique est née en même temps que l'astronomie d'une certaine manière. Donc, vraiment en Mésopotamie, il y a environ entre 5000 et 7000 ans d'ici, donc ça date, c'est vraiment une discipline qui est très vieille. À l'époque, elle était vraiment associée à l'astronomie en tant que telle, d'où le fait que quand on fait l'analyse d'un thème astral, toujours aujourd'hui, on va parler des planètes, on va parler de Vénus, de Mars, de Mercure, etc. Mais la différence avec l'astrologie, en fait, c'est que finalement, c'est plus basé sur la culture et sur vraiment, j'ai envie de dire, l'interprétation de symboles, notamment, plus que dire, ah ben oui, vraiment, le soleil passe dans telle constellation à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a eu notamment beaucoup de mouvements quand la NASA a découvert que l'inclinaison de la Terre avait changé et que le Soleil ne traversait plus 12 constellations mais 13 constellations de notre ciel. Et qu'il y a eu ce fameux remous, j'ai envie de dire, tout autour du fameux signe du Serpentaire, qui n'en est pas un, qui est une constellation mais qui finalement n'est pas basée sur la roue du zodiaque comme elle a été créée et comme elle est interprétée encore aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment cette envie d'être dans une énergie, j'ai envie de dire, très linéaire, droite, où on sait calculer autant de signes et que tout est pair, en fait, au final, dans l'astrologie. Donc, voilà un petit peu. Donc, à la base, c'était perçu comme une science, puis finalement, ça a été relégué au compte un peu de bonnes femmes. Et d'ailleurs, en fait, à l'époque, donc il y a plus de 5000 ans d'ici, les astrologues qu'on connaissait, il n'y avait que des hommes. Et c'est seulement du moment que l'astrologie a été reléguée à la case conte de bonnes femmes ou superstition
superstitions, que là, on a un petit peu délégué, j'ai envie de dire, ce savoir-là aux femmes. Et aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est de voir que la majorité des personnes qui maîtrisent la discipline de l'astrologie et les personnes qui sont intéressées par l'astrologie sont des femmes. C'est quelque chose qui est resté aujourd'hui, mais quelque chose qui est très, très intéressant. Surtout de mon point de vue à moi, c'est qu'on utilise un peu, nous maintenant, les femmes, l'astrologie comme un outil qui va un peu nous donner du pouvoir, justement. D'accord, c'est hyper intéressant et c'est vrai que quand je regarde autour de moi, je connais beaucoup d'astrologues femmes que j'ai pu écouter sur des podcasts et très peu d'hommes finalement. Il y a plusieurs écoles d'astrologie structurale, karmique, holistique. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre tous ces types d'astrologie et toi personnellement, laquelle tu as décidé de pratiquer ? Alors, bon, ici, tu as fait un petit panel déjà d'astrologie qu'on peut connaître. Il y a également les astrologies sidérales, chinoises, védiques, amérindiennes. Il y en a tellement. En fait, il y a autant d'astrologie que de culture. C'est ça, en fait, qui est à retenir. Et moi, particulièrement, au tout début de mon apprentissage de l'astrologie, quand j'étais adolescente, je m'intéressais énormément à l'astrologie dite humaniste. Donc, l'astrologie, vraiment, qui va mettre l'être humain, l'individu, au centre du monde. Et donc, en fait, quand on fait notre carte du ciel, son thème natal, c'est comme si les planètes gravitaient autour de soi et autour de la Terre. Et en grandissant, en vieillissant, même j'ai envie de dire maintenant, je me suis d'autant plus intéressée à l'astrologie dite karmique. Donc celle qui va s'intéresser au karma et donc aux vies antérieures, aux blessures émotionnelles, j'ai envie de dire, aux conséquences, aux causes en fait qu'on va vivre, etc. En fonction de nos actions passées et de nos rencontres au fur et à mesure de notre vie, etc. Et c'est également une branche de l'astrologie qui va parler de vie antérieure, de vie passée, qui va parler également de rencontres, de retrouvailles d'âmes sœurs, etc. C'était vraiment un domaine qui m'intéressait particulièrement, que j'avais envie de partager avec ma communauté. D'accord. Pourquoi c'est un domaine qui te touchait personnellement ? C'est parce que tu as ressenti des choses, tu as vécu des choses ? Alors, ou pas spécialement. Bien sûr, donc je pars du principe que quand on devient astrologue, c'est parce qu'on a un chemin de vie atypique. Moi, personnellement, j'ai vécu des événements pas toujours très réjouissants dans ma vie, alors que je suis assez jeune. Et c'est vrai que j'ai été vraiment en grande quête de réponses, je me suis posé beaucoup de questions. Par rapport à ma famille, j'avais énormément de blessures liées à la famille, à une espèce de karma justement familial qui se répète à chaque génération. Les femmes de ma famille ont connu particulièrement beaucoup de violences dans leur vie et j'avais énormément peur que moi aussi en fait je vive ce genre d'événements-là aussi. Et donc c'est pour ça particulièrement que je me suis beaucoup intéressée à l'astrologie karmique. D'accord, et c'était en quelque sorte pour couper en fait la chaîne grâce en fait à l'astrologie. Totalement. Ouais, c'est hyper intéressant. Et comment du coup l'astrologie est arrivée dans ta vie ? Parce que je crois que petite fille déjà tu lisais tes horoscopes. Alors ouais, totalement. Moi, j'ai toujours été une grande curieuse. En même temps, les personnes qui s'intéressent à l'astrologie diraient c'est normal, tu es Scorpion, ascendant Scorpion. Donc vraiment le signe qui incarne d'une certaine manière la spiritualité, le côté mystérieux, secret, magique des choses. Et c'est vrai que très tôt, très jeune, je me suis vraiment intéressée à l'astrologie, à l'horoscope, mais l'horoscope me frustrait. Je sentais que c'était un petit peu l'astrologie bâclée d'une certaine manière, qu'on te disait juste ce que tu as envie d'entendre ou une partie de ce que tu as envie d'entendre, mais pas tout, tu vois. Et donc, en tant que bonne scorpionne, justement, j'ai creusé. Je commençais à lire énormément de choses. Et en plus, comme on a su très tôt, très jeune, que j'étais hypersensible, je cherchais des réponses par rapport à cette hypersensibilité-là, d'où elle venait, etc. Et c'est vrai que l'astrologie m'a apporté énormément de réponses et de pistes de réflexion par rapport à tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais, etc. Et c'est pour ça que je m'y suis intéressée aussi jeune, en fait. Sinon, je suis vraiment tombée, entre guillemets, dans la marmite de l'astrologie, vraiment à l'adolescence. Quand, suite à des troubles de la santé, je me suis retrouvée aux urgences, etc., à cause d'une époque assez problématique dans ma vie. Et en fait, justement, mon meilleur ami de l'époque, pour me remonter le moral, m'a fait une grosse partie de mon thème astral, en fait. Et j'ai été choquée de l'analyse, de l'interprétation et tout de mon thème. Et même les problèmes de santé que j'avais à cette époque-là étaient visibles, en fait, sur mon thème astral. Et c'est vraiment de là que j'ai envie de dire que j'étais conquise par cette discipline et que je me suis dit, ok, je vais arrêter de lire mon horoscope, mais je vais creuser un peu plus le côté thème astral, etc. Waouh. Et donc, en fait, ton thème astral t'a permis de savoir,
pourquoi enfin pas pourquoi, mais a permis de mettre en lumière finalement les problèmes que tu avais, et peut-être du coup, est-ce que elle a mis aussi en lumière les réponses que tu devais apporter pour aller mieux, ou pas forcément? Pas forcément. Et c'est ça qui m'a énormément embêtée durant toutes les années où j'ai étudié l'astrologie. C'est qu'en fait, l'astrologie met souvent le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui bloque, sur ce qui est problématique, etc. Mais elle apporte souvent peu de réponses, peu de solutions. Et c'est là que moi, j'ai voulu, entre guillemets, me réapproprier cette fameuse discipline et ce fameux outil de développement personnel. Et parce que moi, je l'utilise vraiment dans ce cadre-là. Je me suis dit, bah ok, moi, j'ai envie de me former à d'autres choses sur le côté. Je me suis formée en lithothérapie. Je vais me former prochainement en pleine conscience, au yoga, etc., pour apporter des réponses supplémentaires, des solutions, en fait, déjà pour moi-même et voir si ça fonctionne. Et puis après, pourquoi pas le proposer à d'autres personnes. Au début, je l'ai proposé à mon entourage, donc à mes amis, à ma famille, etc. Et puis après, ben, finalement, mes copines, elles étaient tellement conquises par ce que je faisais, parce que je lisais ce que j'interprétais sur leur thème. Ok, oui, je les connaissais, mais il y avait des choses qu'elles ne m'avaient jamais dit, jamais confiées, que j'ai relevées aussi sur leur thème. Elles m'ont dit, il faut que tu partages ça à plus grande échelle. Et donc, c'est vrai que moi, bah, grâce à des petites formations sur le côté, en psychologie positive, etc., notamment, et ben, j'ai voulu un peu apporter ces solutions que l'astrologie n'apportait pas forcément. D'accord. Et aujourd'hui, justement, avec Astrolia, donc ton compte, tu es quand même énormément suivi, et ce que je trouve bien, c'est que vraiment, tu rends l'astrologie accessible, un peu en la démocratisant finalement, en la rendant accessible. Pourquoi finalement cette volonté d'avoir créé ce compte Astrolia? Alors, bah, par envie de partager. Comme j'ai dit juste avant, mes copines me disaient, ouais, ça, c'est pas juste pour nous que tu devrais faire ça, tu devrais le faire pour plus de gens. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, bah, écoute, moi, je suis diplômée en communication digitale, marketing, je suis une fan des réseaux sociaux, du net, etc. Et c'est vrai que c'est la chose que je sais le mieux faire, j'ai envie de dire. Avant, je travaillais en tant que community manager, etc., pour d'autres entreprises. Et du coup, bah, c'était un peu le moyen facile pour moi de parler de ma passion. J'ai d'abord créé une newsletter qui était hebdomadaire. Aujourd'hui, elle est plutôt bimensuelle, pour apprendre un peu aux gens à calculer leur signe ascendant, à calculer leur signe lunaire, qu'est-ce que ça représente chez eux, qu'est-ce que ça met en lumière, etc. Et puis après, j'ai vraiment montré en fait que l'astrologie, c'est pas juste un truc compliqué, parce qu'au début, ça peut faire peur. Il y a plein de chiffres, il y a plein d'indicateurs, t'as les planètes, les astéroïdes, t'as les maisons, ça peut faire peur au début. Et je voulais vraiment, j'ai envie de dire, prendre les gens par la main pour step by step leur montrer vraiment comment est-ce que l'astrologie peut leur être utile au quotidien et comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser à titre personnel dans leur vie. En fait. Et tu dirais que ça t'a apporté énormément, en fait. Est-ce que tu as vu une grande différence entre le moment où tu n'utilisais pas l'astrologie au quotidien et le moment où tu l'as utilisée et maintenant tu vis avec? Totalement. Et en plus, c'est trop drôle parce qu'hier, j'en parlais avec une copine, justement, pour la petite anecdote. Mais vraiment, en fait, bah, comme je t'ai dit, bah, je suis hypersensible et voilà, j'avais beaucoup de problèmes relationnels, du coup, avec les autres. J'ai été une enfant hyper réservée, hyper timide, qui n'osait pas aller vers les autres, qui n'osait pas communiquer, justement, alors qu'au final, c'est devenu mes études. Et donc, du coup, ça m'a vraiment apporté, j'ai envie de dire, beaucoup de recul. Il y avait des personnes avec qui ça ne fonctionnait pas, avec qui ça ne matchait pas, et avec qui vraiment j'avais du mal à trouver des chemins d'entente, à comprendre pourquoi cette personne-là réagissait comme ça et moi je réagissais d'une manière totalement opposée ou différente. Et donc aujourd'hui, ça m'a vraiment aidé, j'ai envie de dire, à améliorer mes relations avec les autres, de un, et puis après, bah, sur un plan personnel, à mieux accepter certaines de mes faiblesses, certains de mes défauts, même si j'aime pas appeler ça comme tel, j'appelle plutôt les défauts des points d'amélioration, notamment quand je consulte d'autres personnes. Et ça m'a vraiment aidé à mettre en lumière certaines choses que j'enfouissais finalement au fond de moi et que je n'osais pas en fait montrer au grand jour. Et d'ailleurs, comment tu t'es formée en fait à l'astrologie? T'as fait une école ou t'as fait une formation? Alors, de base, j'ai appris tout en autodidacte, donc vraiment depuis l'adolescence, depuis ce fameux jour où j'avais mon meilleur ami de l'époque qui m'avait fait mon thème dans les grandes lignes. J'ai commencé à acheter des livres, à aller beaucoup en bibliothèque, à aller sur les sites internet, etc. Et finalement, je m'en suis beaucoup éloignée durant mes études, études universitaires. Forcément, ça rime pas forcément avec spiritualité parce qu'on est beaucoup dans le côté cartésien des choses. Et c'est justement à la fin de mes études, quand j'étais dans une période
plutôt perdue parce que je travaillais déjà durant mes études et je pensais vraiment signer un contrat important et tout à ce moment-là. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était plus ça que je voulais faire. Et là, je me suis dit, ah ben tiens, en fait, j'ai envie de trouver une formation d'astrologie. Donc, j'ai été diplômée en 2019 et 6 mois après, j'entamais une formation en astrologie karmique. Du coup, vu que tout l'aspect astrologie humaniste, je connaissais déjà, et ben après, j'ai voulu vraiment me former dans le karmique. D'accord, super. Et ta mission, quand on regarde tes réseaux sociaux, ton site internet, elle est précise, c'est de reconnecter les femmes à leur féminin sacré grâce à l'astrologie. On entend beaucoup de choses aujourd'hui sur le féminin sacré. Comment tu définirais, toi, cette notion et comment justement l'astrologie peut nous éveiller à notre part de féminin sacré? En effet, pour l'instant, le féminin sacré, il est un petit peu sorti de partout. Tout le monde en parle, tout le monde donne des définitions différentes, etc. Et c'est vrai que moi, à l'époque où j'ai lancé mon entreprise, c'était pas encore trop le cas. Mais c'est vrai que maintenant, on voit de plus en plus ce concept. Il est même diabolisé. Par exemple, certaines féministes ne veulent pas utiliser le terme féminin sacré parce qu'elles partent du principe que c'est sexiste, c'est rattacher vraiment les femmes à leur biologie propre. Donc dire, ben voilà, une femme est constituée d'un utérus, etc. Elles savent féconder d'une certaine manière et donc ça rattache vraiment à cette idée de vulnérabilité, sexe faible et puis aussi ce côté les femmes sont émotives et sensibles et pas les hommes par exemple. Et donc moi-même je suis féministe et je suis totalement affirmée sur ce plan-là et moi je suis pas du tout d'accord et je pense que le féminin sacré c'est important d'en parler, pas seulement quand on est une femme mais également un homme parce que qu'on soit femme, homme ou autre, parce que je n'exclus aucun genre, et ça c'est super important, c'est de mon approche de l'astrologie en tant que telle. En fait, je pars du principe qu'on a tous et toutes une part de masculin et de féminin sacré, parce qu'il y a le masculin sacré qui existe également. Au niveau du féminin sacré, qu'est-ce que je voulais vraiment mettre en avant avec ce concept? C'est le côté doux, bienveillant des choses, et notamment se reconnecter à son fort intérieur, vraiment cette notion de spiritualité qui nous est propre, comment est-ce qu'on voit son intériorité, comment est-ce qu'on vit avec soi-même d'une certaine manière, est-ce qu'on accepte en fait ces émotions, les tourments émotionnels qu'on peut vivre, qu'on soit homme, qu'on soit femme ou autre à nouveau. Et donc ça, c'était hyper important pour moi, vraiment, cette reconnexion à son soi intérieur, son soi profond et vraiment pour moi c'est comme ça que j'imagine le féminin sacré quoi. C'est un peu se reconnecter d'une certaine manière à notre âme en tant que telle quoi. C'est hyper intéressant et en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais en fait, quelles sont les caractéristiques de la part d'homme et de la part de femme en fait en nous, puisque chacun a une part d'homme qui peut développer et une part de femme, de féminin plutôt et de masculin. En 3 mots en fait, si tu donnais les caractéristiques en fait de chaque part. Alors, en fait, la part féminine, c'est la part de l'être, du ressentir. Donc oui, c'est vraiment tout ce qui est lié aux émotions, à cette réflexion, à la contemplation et à l'introspection. Tandis que la part masculine, c'est la part plutôt de l'action, de l'agir. Et donc, c'est vraiment ce moment où on prend sa place, où on s'affirme, où on s'individualise d'une certaine manière et on passe à l'action, quoi. Mais autant homme que femme, on peut être dans les deux et on peut se reconnecter autant à une part qu'à l'autre. Moi-même, je suis une femme. Par exemple, j'ai une lune en bélier, donc une lune qui est dite dans des énergies masculines. Et c'est vrai que je suis beaucoup dans ces énergies d'action, je fonce, etc. Et des fois, justement, c'est pour ça que je me suis notamment reconnectée autant à l'astrologie. L'astrologie m'a permis vraiment de me reconnecter à ma féminité et un peu de mieux comprendre notamment mes problèmes de santé qui étaient liés au fait que je m'identifiais énormément à la figure masculine comme elle est vue et interprétée dans notre société, en fait. D'accord, c'est hyper intéressant, vraiment. Dans cette deuxième partie, en fait, j'ai vraiment envie qu'on rentre au cœur de l'astrologie et qu'on voit un peu à quoi ça sert et à qui elle s'adresse et pourquoi, en fait, s'y intéresser. Donc déjà, comment au quotidien on se sert de l'astrologie finalement ? Alors ça, c'est vraiment propre à chacun et chacune, à nouveau. Mais l'astrologie, tout simplement, on peut s'en servir en étant juste intéressé, vraiment en se disant tiens, ça m'intéresse, je vais peut-être aller lire mon horoscope, mais à nouveau, moi j'engage toujours et j'invite
plutôt les gens à savoir quand ils lisent leur horoscope, ils lisent qu'une partie de leur carte du ciel et que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, par exemple. Je les invite vraiment à essayer de mieux comprendre ce que signifie en fait leur signe astrologique. Je pense vraiment que ce serait le premier step, quoi, le premier pas à faire quand on veut s'intéresser à l'astrologie et l'intégrer dans son quotidien, c'est se dire ah ben tiens oui, soi-disant je suis Bélier ou je suis Vierge, et qu'est-ce que représente en fait ce signe de l'astrologie, quelles sont ces énergies et à quel pourcentage, à quel point est-ce que je m'identifie à ces énergies-là qui sont représentées par ce signe. Et rien que faire ce travail-là, dire ah bah oui c'est vrai je suis Vierge et je suis méthodique, je suis plutôt perfectionniste, mais par contre je me reconnais pas dans le côté terre à terre parce que moi je suis plutôt une personne lunatique qui est un peu ailleurs, etc. Et déjà un peu faire la démarche de mieux se connaître et de mieux comprendre un peu ce que l'astrologie peut nous apporter comme information sur soi. En fait, moi, je pars vraiment du principe que l'astrologie, elle met des mots sur des choses qu'on n'arrive pas forcément au quotidien à exprimer, à comprendre, à ressentir, en fait, tout simplement. Donc là, c'est vraiment la première démarche que j'invite souvent à faire, en fait, par rapport à l'astrologie. Quand on a envie d'aller plus loin, c'est de comprendre, en fait, ses relations avec les autres. Ah ben tiens, on va analyser, finalement, autour de soi, à quelle période sont nés les gens qu'on côtoie le plus? À quelle période sont nés, du coup, notre cercle de meilleurs amis? Notre famille, par exemple, avec qui on a des liens d'attache ou des liens, justement, des fois un petit peu tendus. Et qu'est-ce que ça montre, en fait, en astrologie? Est-ce que cette personne-là correspond bien à ses énergies, du coup, par exemple, de son signe solaire aussi? Et donc, c'est vraiment à chaque fois un petit questionnement. Je trouve vraiment que c'est un petit chemin initiatique, quoi, l'astrologie par rapport à soi, la relation qu'on entretient avec soi-même et la relation qu'on entretient avec les autres. C'est vraiment comme ça que je l'applique. Et puis après, bah, bien sûr, ça peut vraiment aider dans des moments clés. Et là, c'est quand on va vraiment creuser en profondeur dans l'astrologie, quand on va vouloir faire la lecture de sa carte du ciel, quand on va peut-être consulter un astrologue, c'est souvent une période très charnière de la vie, lors d'une reconversion professionnelle, Ouais, exactement. lors Moi, d'une justement, rupture, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, en fait, ce podcast, il est vraiment pour sortir de sa zone de confort. Donc, c'est pour se reconvertir, pour se séparer et se mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment toutes les sorties de zone de confort. Et on peut typiquement utiliser, en fait, l'astrologie pour justement sortir de sa zone de confort et faire autre chose qui nous correspond, qu'on pensait pas à la base, en fait. Totalement. Et c'est vraiment pour ça, en fait, que j'ai commencé à consulter, à faire des ateliers en groupe également. C'était vraiment pour amener un peu cette dynamique de, bah tiens, en fait, t'as tel point fort, t'as tel don, et tu l'enfouis depuis des années, tu le fais pas ressortir, alors que si tu le laissais vraiment, j'ai envie de dire, tu laissais tomber cette façade et que tu t'assumais tel que tu es, et ben en fait, là, la période de transition inconfortable que tu es en train de vivre, bah, elle pourrait se clôturer et tu pourrais ouvrir le chapitre suivant. Et donc en consultation, tu proposes donc de réaliser des thèmes astro, je ne sais pas comment on dit, des thèmes astrales. Thème astro. Thème astro et le ciel de naissance. Alors, j'ai envie, si tu le veux bien, qu'on fasse un petit cas pratique pour savoir, mais vraiment en 2 secondes, parce qu'imagine, je sais très bien que voilà, c'est plus d'1 heure de consultation. Mais déjà que tu nous expliques ce que c'est un thème astral, ce que c'est un ciel de naissance, et que tu fasses le mien en quelques mots, en fait, pour savoir vraiment comment tu procèdes et ce que tes clients, en fait, qui viennent te voir, savent à quoi s'attendre finalement. Alors, déjà, le thème astral, le thème natal, particulièrement, et la carte du ciel, ça représente quoi? En fait, c'est une photo du ciel au jour, à ton heure précise de naissance et en fonction du lieu où tu es né, donc en fonction du fuseau horaire où tu es né. Et donc, en fonction de ces informations-là, on va un petit peu regarder, ah ben tiens, le soleil était dans tel signe à ce moment-là, la lune se trouvait dans telle partie du ciel, et donc ça veut dire que tu es signe lunaire de cette énergie-là en particulier, etc. Et donc ça représente ça. Et franchement, le thème natal, c'est une mine d'or d'informations. À la fois, ça va nous apporter des informations sur ta sociabilité, comment est-ce que tu te lies avec les autres, comment tu aimes les autres, le plan professionnel, comment tu l'abordes et qu'est-ce qui te correspond, ton chemin de vie également, tes missions de vie, même si on pourrait les appeler plutôt des projets de vie également. Ça va vraiment être une mine d'or
énorme, même par rapport à la santé. Pour l'instant, je suis en train de me former, parce que l'astrologie, on se forme en continu, je suis en train de me former en astrologie médicale. Et par exemple, on peut même donner des indications par rapport à la santé d'une personne. Et donc, c'est vraiment hyper riche comme outil. Et c'est pour ça que j'adore l'utiliser vraiment dans la pratique du développement personnel. Du coup, comme tu l'as si bien dit, on va faire un cas pratique. J'ai ton thème sous les yeux. Ouais. Donc, tu m'as donné tes informations de naissance et là, je l'ai. Donc, tu es né lorsque le soleil était en balance. Donc, tu es du signe astrologique, signe solaire balance. Tu es ascendant cancer. L'ascendant est déterminé vraiment avec l'heure de naissance, l'heure précise. Donc, par exemple, une personne qui ne sait pas trop à une demi-heure près sa naissance, ça peut influencer le signe ascendant. Et tu as ta lune. Donc, la lune était dans le signe du Gémeaux lors de ta naissance. Donc, tu as ta lune en Gémeaux. Alors, tu as encore d'autres placements qui sont très intéressants et je vais en parler. Il y a également Vénus, Mercure. En tout, il y a 10 planètes qu'on analyse vraiment lors de la description d'une carte du ciel. Ici, on va déjà partir sur les 3 premiers points que j'ai abordés. D'accord. Un soleil en balance avec un ascendant cancer et une lune en gémeaux. Alors de base, on se dirait, ah ben tiens, Laura, elle a le soleil en balance, elle est plutôt sociable, elle est plutôt ouverte, tournée vers les autres, etc. Mais ça m'indique, ici ta carte du ciel, que c'est quelque chose qui est venu plutôt sur le tard, peut-être vers l'adolescence, peut-être vers l'âge vraiment mature, mais comme ton soleil est en maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, de l'intériorité, d'une certaine manière, et que tu as Mercure, qui est la planète de la communication, qui est en balance, mais qui est rétrograde, qui est dans un mouvement de recul, si tu veux, sur ton thème, plus l'ascendant cancer, et le cancer qui est un signe plutôt timide, réservé, très émotionnel, ça m'indique que dans ton enfance, dans ta jeunesse, tu as pu être une personne plus réservée que les autres, plus timide, qui avait du mal à prendre la parole, à trouver sa place, à aller vers les autres, etc., qui était vraiment une véritable éponge émotionnelle. Et c'était un peu à cause de ça, en fait, que tu as eu du mal à aller vers les autres. Et vraiment, ce côté, ben, tiens, en fait, je ressens les énergies de l'environnement dans lequel je me trouve. Je suis à l'écoute des autres. J'ai vraiment ce rôle de confidente, d'une certaine manière, avec un ascendant cancer. Et donc, moi, je suis plutôt là pour écouter les autres. Mais moi, je vais pas trop parler de moi. Ça va venir plutôt en second lieu. Mais comme tu as une lune en Gémeaux, à côté de Jupiter, en plus Jupiter qui nous parle un peu de comment est-ce que tu vas évoluer. Jupiter, c'est l'astre qui va nous parler de ton expansion en tant que personne. Et du coup, tu as ta lune conjointe à Jupiter en Gémeaux. On va se dire, ah ben tiens, finalement, Laura, à un moment donné dans sa vie, elle va vouloir s'ouvrir aux autres. Elle va vouloir vraiment avoir ce côté, j'ai envie de dire, sociable, s'entourer de gens, aller à la rencontre d'autres personnes, etc. Et un autre rôle qui est super important, au-delà même du rôle, j'ai envie de dire, de tisser des liens avec les autres, d'être une bonne médiatrice, une bonne communicatrice avec les autres, etc., ça va être le rôle au niveau de la famille. Au niveau de ton chemin de vie, d'une certaine manière, il est énormément marqué par l'appartenance familiale, par les racines, et également par rapport à l'héritage que toi, tu peux laisser. Donc, pour le dire dans un langage très vulgarisé, bah, clairement, le rôle de mère est quelque chose d'hyper important dans ta vie, et tu as besoin, d'une certaine manière, de vivre à travers ce rôle-là énormément, et à nouveau, bah, d'avoir un rôle pertinent, important par rapport à la famille et par rapport à ce potentiel rôle de mère que tu pourras avoir. Et d'ailleurs, la lune qui est à côté de Jupiter, la lune représente à la fois ta relation avec ta maman et à la fois la mère que tu incarnes. Et donc, comme on a ce côté expansion à côté du rôle symbole de la mère, eh ben, c'est quelque chose vraiment qui ressort très fort. En plus, tu as une lune qui est super bien aspectée, qui n'a pas de mauvais aspect et tout sur ton thème. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Je vais déjà m'arrêter ici. C'est hallucinant. Comme ça, je te laisse un petit peu revenir. Non, mais c'est impressionnant parce que tout ce que tu me dis, c'est vrai, mais c'est ultra vrai en fait. C'est pas genre vrai un peu, c'est ultra vrai. Et en fait, c'est ça qui me fascine, c'est qu'en fait, déjà, j'ai 2 questions par rapport à ça qui me viennent. Est-ce que un thème astral et un ciel de naissance est un outil qui prédit le futur? Et ensuite, comment expliquer que en fait, là, je m'explique, c'est que souvent, les petits horoscopes qu'on va lire dans les magazines, ça va être un peu décrié. Qu'est-ce que tu penses de ces petites annonces? Alors, première chose, est-ce que le thème astral prédit?
je ne pense pas qu'il prédit, je pars du principe qu'il prévoit. Donc, il y a vraiment une différence entre prédiction et prévision. C'est quoi la différence, du coup? Une prédiction, c'est ce que tu vas aller chercher quand tu vas aller rencontrer un ou une médium et que tu vas lui demander, voilà, j'aimerais lancer une entreprise ou un projet, quand est-ce que c'est favorable? Et le médium, il va se connecter aux énergies invisibles et il va te dire, tiens, là, j'ai un flash, tel jour, telle période, c'est à ce moment-là que ça va se réaliser. D'accord. Et des fois, tu ne lui dis même rien, le médium, il se connecte à tes énergies, il voit les choses, il les prédit. Tandis qu'en astrologie, en fonction de la température, de la météo, je trouve vraiment que l'astrologie, c'est quelque chose qui se rapproche très fort de la météo, ça va te prévoir quand une période est favorable pour mettre en place ou pour faire telle action, ou quand une période est défavorable à telle ou telle chose. Par exemple, toi, là, sur ce que j'ai analysé sur ton thème, on voit que c'est favorable pour toi de t'ouvrir aux autres, mais pas au début de ta vie, à un certain moment donné de ta vie. Et puis après, on prévoit que le rôle de maman sera quelque chose d'hyper important sur ton chemin de vie. Mais imaginons, tu vois, on pourrait très bien l'interpréter autrement et te dire, le rôle par rapport à la famille est important, ça pourrait très bien être un rôle de marraine aussi, en dehors d'un rôle de mère, tu vois. Oui, bien sûr. En tout cas, le rôle, vraiment, j'ai envie de dire, d'être guide dans le secteur familial, il est hyper présent, tu vois, c'est un peu ça. Donc, mais vraiment, en fonction du thème natal, comme tu l'as dit si bien, moi ici, j'ai fait mon analyse parce que j'ai vraiment regardé chaque indicateur de ton thème et j'en suis venue à cette conclusion-là que je t'ai dit juste avant. Et ça, c'est vraiment unique et propre à chaque personne parce qu'une personne qui est née 5 minutes après toi, elle sera également ascendant cancer, mais à un degré différent. Et les degrés sont symboliques. Là, c'est le côté très mathématique de l'astrologie. L'horoscope, il ne prend en compte que l'énergie solaire. Donc, quand tu vas lire ton horoscope, toi, comme tu es balance, tu vas aller lire, tiens, qu'est-ce qu'on dit sur les balances aujourd'hui? Alors, la balance est un signe qui te correspond assez bien. Il te correspond, j'ai envie de dire, à 1/5 de ta personnalité, mais c'est pas tout. Mais donc, quand tu lis ton horoscope, tu peux te dire qu'il te correspond à 1/5. Et donc, si tu as envie d'avoir tes prévisions pour la semaine, tu vas prendre ton horoscope, tu vas le lire, mais lis-le avec un certain recul. Ah tiens, ça, ce sont les énergies qui vont être favorables pour moi dans une certaine mesure, mais pas pour tout. Et donc, l'horoscope, en fait, il va vraiment te donner l'apéro, mais pas le plat de résistance, tu vois. C'est ça la différence. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir l'horoscope. Et c'est pour ça qu'au final, c'est quand même une pratique qui survit. Parce que comme le soleil représente en général 1/4, 1/5 de la personnalité d'un individu, c'est normal que c'est de ça dont on parle tout le temps et que ton signe astrologique, tu le connais depuis limite que tu es né. Tu ne te rappelles même plus de quand est-ce que tu as su que tu étais balance, comme tu ne te rappelles plus de quand est-ce que tu t'appelais Laura, tu vois. Tu l'as toujours su d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que c'est instauré, j'ai envie de dire, de manière très solide dans notre société. D'accord. Et tout à l'heure, tu as utilisé juste un terme de planète rétrograde. Rétrograde, est-ce que tu peux juste nous éclairer en 2 mots sur ce sujet pour qu'on comprenne bien ce que c'est? Alors, en effet, on en parle de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est trop drôle. Mais Mercure rétrograde, comme tu as sur ton thème astral, en fait, ça représente donc la planète Mercure qui, depuis la Terre, si on prend un télescope et qu'on l'observe, durant cette période de rétrograde qui dure généralement 2-3 semaines, ça arrive généralement 2 à 3 fois par an, on a l'impression, en fait, depuis la Terre, que la planète fait un mouvement de recul, qu'elle fait marche arrière, en fait, sur elle-même, ce qui est mathématiquement et physiquement impossible. Une planète ne peut pas faire un mouvement de recul. Mais depuis des milliers d'années que l'astrologie existe, les astrologues ont remarqué que durant cette période-là, il y avait un impact sur les êtres humains. On parle de Mercure rétrograde. Mercure, c'est la communication. Et comme je t'ai dit, chez toi, c'est quelque chose qui a pu impacter fortement ta manière de communiquer, d'aller vers les autres. Mais les autres planètes rétrogrades également. Vénus rétrograde, Vénus parle de l'amour, et donc quand Vénus rétrograde, il va y avoir plus de conflits au niveau relationnel, au niveau amoureux par exemple. Si c'est Mars qui est rétrograde, on va avoir plus de difficultés par rapport à la mise en action, mise en pratique des choses, vu que Mars est la planète de l'action. Donc voilà, mais c'est juste une illusion d'optique, mais elle a vraiment un impact, et c'est
fou d'observer un petit peu ce qu'il se passe et les événements qui se produisent durant les périodes de Mercure, Vénus, Mars ou Pluton rétrograde. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Dans tes accompagnements, tu utilises beaucoup d'accessoires, hein, comme des pierres semi-précieuses, comme des bijoux aussi également. À quoi servent ces objets en fait pour toi? Alors, du coup, oui, j'utilise beaucoup de choses. Donc, j'utilise les pierres, comme tu l'as si bien dit, des fois aussi en bijoux, hein, quand les personnes préfèrent les porter. J'utilise les cartes aussi, donc les oracles particulièrement. En fait, ça me permet de donner des pistes supplémentaires de réflexion, notamment aux personnes quand elles ont vraiment une problématique en particulier. Mais généralement, quand tu viens me consulter, c'est toujours à quelque chose qui coince, ou qui bloque, ou qui a un questionnement profond, hein. Et ça donne du coup des pistes supplémentaires ou alors des solutions. Donc, je me suis formée en lithothérapie parce que avec les pierres, je voulais apporter une solution pratique et physique d'une certaine manière, vu que l'astrologie est très spirituelle, très mentale et très psychologique, tu vois. Et donc, imaginons une personne qui a des problèmes de communication, qui a vraiment du mal à prendre sa place, à prendre la parole, à s'exprimer, je vais l'accompagner en lui offrant une citrine, par exemple, tu vois. Donc, la citrine, qui est une pierre jaune, qui est une pierre qui va jouer sur le plexus solaire. Donc, déjà, ce truc de je suis là, je prends ma place, je planifie, je structure les choses, notamment pour les porteurs de projets, hein, notamment, comme c'est un peu la thématique ici du podcast, et pour leur permettre souvent de sortir de leur zone de confort, de prendre la parole devant plusieurs personnes, de commencer à discuter, etc. Et d'affirmer un peu leur voix aussi d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique des choses. Les cartes vont toujours jouer un rôle plutôt spirituel, donc vraiment apporter des questions supplémentaires, j'ai envie de dire le next step. Donc, je clôture généralement la consultation avec un tirage de cartes. Donc, moi, j'ai vraiment brassé le plus gros du thème, les choses profondes qui peuvent bloquer ou être problématiques pour telle ou telle personne. Et à la fin, avec le tirage de cartes, souvent, ça va apporter des pistes de réflexion. Ça va vraiment poser des questions très claires et très pertinentes à la personne par rapport à sa problématique du moment, à ce qu'elle doit se dire après notre rendez-vous pour avancer à son rythme, etc., sereinement, en douceur, etc. D'accord. Et alors, c'est vraiment comme ça que j'utilise les différents outils à disposition. D'accord. Depuis 2020, on en parle beaucoup et justement, je voulais avoir ton éclairage sur ce sujet. On est rentré dans l'ère du Verseau, qui est basé sur le vivre ensemble, sur la communauté. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela veut dire ? Alors, déjà, j'ai une petite critique personnelle. Donc, en fait, on n'est pas explicitement dans l'ère du Verseau. Donc, en fait, cette année-ci, donc fin 2020, donc le 18 décembre 2020 exactement, on a une planète lourde, comme on appelle ça en astrologie, une planète lente qui est entrée dans le signe du Verseau, c'est Saturne. 2 jours après, Saturne a été suivi de Jupiter qui est également entré dans le signe du Verseau. Mais il faut savoir qu'un an auparavant, 1 an et demi, 2 ans même auparavant, il s'est exactement passé la même chose dans le signe du Capricorne. Saturne et Jupiter ont transité dans le signe du Capricorne et il y a également Pluton qui aujourd'hui, encore à l'heure où on se parle, est toujours en Capricorne. Et pourtant, on n'a pas parlé d'ère du Capricorne. Mais certains astrologues avaient prévu le confinement et une pandémie mondiale grâce à ces indicateurs-là. Donc, ce sont des planètes qui sont importantes. Donc, voilà, ça c'est sûr. Ce sont des planètes qui sont importantes. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, ces planètes-là sont dans le signe du Verseau, à part Pluton, qui transitera officiellement dans le signe du Verseau en mars 2023, ça annonce un changement, notamment sur le plan collectif, parce que le Verseau a une très belle signification en astrologie. Le Verseau, c'est le signe philanthrope. C'est le signe qui donne de lui pour les autres et qui veut avant tout le bien-être collectif. Vu la situation qu'on est en train de vivre actuellement, ça parle d'un renouveau, ça parle d'un changement, notamment parce que le Verseau, c'est le signe du futur, c'est le signe de l'avant-gardisme. Et donc, il vient un peu annoncer ce changement brutal, mais nécessaire dans notre société. Un changement qui a commencé avec les transits de planètes qu'on a eu en Capricorne, la pandémie qu'on connaît, etc., et qui va se clôturer quand on sortira
de cette situation particulière est très, très inconfortable pour 99% des êtres vivants sur Terre. Donc voilà. D'accord. Mais on n'est pas vraiment dans l'ère du Verseau, mais clairement, on a énormément d'énergie. Et au mois de février 2021, on avait 6 planètes en Verseau. On avait ce qu'on appelle un stellium, donc un amas de planètes dans le même axe, dans le même signe, dans le ciel. C'est énorme et il s'est passé énormément de choses d'ailleurs durant la période de février-mars 2021. Et il va encore s'en passer d'autres. Donc voilà, c'est les énergies qui nous accompagnent, qui vont nous permettre, entre guillemets, d'ouvrir nos perspectives, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à un changement et d'aller plus loin, pas seulement pour soi, mais pour les gens qui nous accompagnent, les gens qui sont autour de nous. D'accord. Et selon les astres et la carte du ciel, toi, est-ce que tu peux nous dire finalement comment s'annonce cette fin d'année 2021, l'année 2022? Je ne sais pas si c'est peut-être un peu prématuré. Et concrètement, est-ce que finalement, tu peux sentir l'énergie positive ou négative de l'année à venir? Et est-ce que tu peux dire quels sont les signes qui vont être le plus impactés? Alors, pour l'année 2021, les signes qui sont les plus impactés, ce sont les signes du taureau, du lion et du scorpion, qui sont en fait les 3 signes qui sont soit dans un aspect de carré ou d'opposition avec les énergies du Verseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 signes-là se retrouvent dans des énergies hyper inconfortables, hyper sollicitantes et challengeantes pour ces signes-là qui n'ont pas du tout de point en commun avec le signe du Verseau. Et donc, c'est vraiment des signes qui peuvent se retrouver dans des situations assez perturbantes, transformatrices, etc. cette année-ci. Et donc, on pourrait voir ça d'un œil négatif. Et moi, comme j'ai Mercure en Sagittaire et que je vois toujours le côté positif des choses, je trouve qu'un challenge, c'est sortir de sa zone de confort. Et donc, justement, c'est l'occasion de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait dans la vie avant. Première chose. Alors, les autres signes qui sont touchés de manière plutôt favorable, ce sont tous les signes d'air et de feu, à part le lion, du coup. Donc, ce sont les signes du Verseau, des Gémeaux, de la Balance, du Sagittaire et du Bélier qui sont touchés favorablement. Ces signes-là, vraiment, vont vivre une belle année 2021, malgré le contexte actuel qu'on vit sur le plan collectif, etc. D'accord. À partir de 2022, on va avoir Jupiter qui va transiter dans le signe du Poisson. Et là, pour les personnes dont j'ai cité avant, les Scorpions et les Taureaux particulièrement, ça va être un peu on souffle un peu, tu vois. Le Poisson va leur apporter de bonnes énergies et tout, et vient apporter de bonnes énergies du coup pour les signes de terre et d'eau, donc Cancer, Capricorne, Vierge, Poisson également. Et je pense que j'ai oublié un signe, le Cancer. Donc le Cancer également, ça va être de bonnes énergies pour eux. Donc voilà un petit peu comment ça s'annonce. On a un petit peu, j'ai envie de dire, une trêve l'été, parce qu'en été, on va quand même avoir pendant 2 petits mois Jupiter qui va déjà être en Poisson, qui va quitter le signe du Verseau pour aller en Poisson de fin mai jusqu'à mi-juillet. Mais Jupiter va rétrograder et va retourner dans le signe du Verseau jusqu'à la fin de l'année 2021. D'accord, ok. Et j'avais une question, j'ai oublié. J'avais une question pendant que tu étais en train de parler. Attends, ça va me revenir. Oui, je voulais te demander, l'ascendant, il compte comment par rapport à ces analyses? C'est toujours, on prend en compte le signe astrologique et l'ascendant. Je crois savoir que l'ascendant, il prend le dessus à partir de 40 ans, non? Dans une vie. Alors, ça, c'est une intox par rapport aux 40 ans. Alors, par rapport à l'analyse de soi et du thème en général, moi, ce que je conseille toujours, c'est de connaître son signe astrologique, mais tout le monde le connaît, le signe ascendant et le signe lunaire. C'est vraiment les 3 indicateurs les plus parlants pour une personne. C'est vraiment 3 parts de sa personnalité qui sont bien distinctes. L'ascendant représente en fait ta face sociale, comment tu interagis avec les autres, comment les autres te perçoivent, et ça représente même ton apparence physique en fait, l'ascendant. Et c'est quelque chose qui, oui, s'affirme davantage avec l'âge. Et je t'en ai parlé quand je t'ai fait ton analyse juste avant. L'ascendant, vraiment, il se marque de plus en plus au fil du temps. Et ça vient un peu, j'ai envie de dire, s'égaliser, s'équilibrer avec les énergies de ton signe astrologique. Mais ça peut prendre le dessus, pas forcément à l'âge de 40 ans, ça peut prendre le dessus déjà très jeune, déjà à l'adolescence, vers 30 ans. Chez certaines personnes, ça prend le dessus après 40 ans, vers 50, 60 ans, et pour certaines, ça ne prend jamais le dessus parce qu'elles ont trop d'énergie dans leur signe solaire ou dans un autre signe de leur carte du ciel.
Donc voilà. Et alors le signe lunaire, il représente ton intimité, tes émotions, comment les personnes qui te connaissent le mieux dans ta vie, donc ta famille, ton partenaire de vie, tes enfants, etc., te perçoivent. Ils ne te perçoivent ni comme la balance, ni comme le cancer. Ils vont te voir comme une gémeaux, par exemple, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à connaître aussi. C'est un peu ton jardin secret, d'une certaine manière, ta lune. Et c'est hyper puissant sur un thème, et particulièrement sur un thème de femme. Donc voilà. D'accord. Je ne sais pas si tu connais Patricia Daré, une grande médium. Elle parle en fait de taux vibratoire qui change et que ce qui pourrait expliquer un grand mal-être en fait chez certaines personnes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose dessus ou si tu n'es pas au courant, il n'y a pas de souci si tu... Oui. Ouais. Alors, si je suis au courant, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je trouve que mon activité s'est lancée à point, parce que oui, en fait, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner ces personnes-là qui peuvent se sentir dans un mal-être par rapport à ce changement de taux vibratoire. Donc clairement, on est vraiment dans une phase de transition. Ici, la Terre, d'une certaine manière, elle a commencé un nouveau cycle. Elle est en pleine transition. Il y a plein de choses qui doivent changer avec elle. Et j'ai envie de dire qu'on est un peu obligé de s'adapter parce que c'est la Terre-mère, tu vois. Et donc, elle a totalement raison, du coup, Patricia, en parlant de ce fameux changement de taux vibratoire. Chez certaines personnes qui sont énormément connectées, du coup, à leur spiritualité, etc., ça se ressent moins. Elles le vivent généralement de manière plus douce, même si ça peut quand même remuer intérieurement et tout. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être très difficile à vivre. Et c'est là que des thérapeutes, des experts dans différentes disciplines spirituelles, comme les astrologues, mais comme les lithothérapeutes, les personnes qui pratiquent le Reiki, les médiums ou encore les masseurs énergétiques, etc., interviennent parce que toutes ces personnes-là accompagnent du coup les personnes qui peuvent se sentir vraiment dans une énergie, j'ai envie de dire faible et compliquée actuellement. D'accord. Et c'est en fonction des signes ou non, rien à voir, c'est par rapport à nos croyances ou... C'est plutôt par rapport à ton thème natal en tant que tel. On peut le voir si une personne elle est plus connectée qu'une autre, auto-vibratoire, si elle ressent plus facilement les choses ou pas, tu vois. Toi, par exemple, avec un ascendant cancer, tu vas être plus réceptif qu'une autre personne, tu vois. D'accord. En astrologie, on parle beaucoup de nouvelles lunes en Balance, de nouvelles lunes en Verseau, et d'ailleurs les nuits de nouvelles lunes, on s'aperçoit, enfin c'est une vérité générale qu'il y a par exemple plus de naissances, que le sommeil est perturbé, notamment chez les femmes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus ? Ouais. Alors, c'est justement ce que je suis en train d'étudier pour l'instant, D'accord. parce que je suis passionnée par ça, donc tout ce qui touche vraiment à la féminité en tant que telle. Et donc, pour l'instant, je suis en train de me former en astrologie médicale, parce que l'astrologie médicale met vraiment en avant la lune et le rapport à la femme. En fait, en astrologie médicale, l'astre, le luminaire de la lune, représenterait du coup toute la partie justement dont on parlait tout à l'heure avec le féminin sacré, donc l'utérus, les ovaires, les liquides en fait dans le corps de la femme et les hormones notamment. Et du coup, la femme est liée vraiment à l'astre lunaire en astrologie. Et l'homme, lui, il est lié à l'astre solaire, donc au soleil. Donc voilà un petit peu les différences. Et d'où le fait qu'au final, on a tous et toutes une énergie féminine et masculine, parce qu'on a tous et toutes sur son thème la lune et le soleil. Et donc vraiment, on a remarqué, même dans la science, là on parle plus du tout de spiritualité, mais vraiment, on a remarqué qu'autant les êtres humains que les animaux réagissent à la Lune, au satellite du coup de la Lune, et qu'il y a plus en effet d'accouchement, etc., les jours de pleine Lune et de nouvelle Lune, et c'est fou quoi. Et donc ça c'est très vrai et c'est fou de l'observer. On est toujours en train d'analyser ça et de comprendre pourquoi sur le plan scientifique ça nous impacte autant, mais quelque chose qui est vraiment sûr, c'est que la femme au niveau spirituel, là, elle est plus connectée à la Lune. J'ai envie de dire que c'est un peu à cause d'une certaine manière de notre société et de la manière dont on la vit, parce qu'on vit dans une société patriarcale, et donc les hommes très tôt se déconnectent de leurs émotions, de leur part spirituelle, etc., alors que les femmes y restent par défaut, mais aussi par chance, connectées tout au long de leur vie. Et donc elles sont plus réceptives, j'ai envie de dire, aux énergies lunaires. D'accord. J'aurai encore beaucoup d'autres questions, mais je vais passer à mon troisième thème. Il me reste l'astrologie et l'amour par rapport à ton livre, et puis après les petites questions que je pose toujours en fin d'interview. Tu as écrit un livre qui s'appelle Astro Love. Déjà, pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre et comment, du coup, on peut utiliser ce livre dans nos relations amoureuses ?
Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'écrire Astrolove? Alors, parce que j'ai eu l'opportunité de l'écrire, tout simplement. Donc, j'ai été contactée par Sophie, qui est la responsable éditoriale de chez Collection IH, et qui adorait mon approche moderne et très jeune de l'astrologie, et notamment mon approche de l'amour également, parce que c'est vrai que je suis une grande amoureuse de l'amour. J'ai Vénus en balance sur mon thème, donc Vénus est dans son propre signe, le signe de l'amour, et j'en parlais énormément sur les réseaux aussi de l'amour, en dehors de l'astro. Quand elle m'a contactée, elle m'a dit oh, ça te dirait d'écrire Astrolove, d'écrire vraiment sur la pratique astrale via l'amour. Et moi, d'office, je suis tombée sous son charme. Elle m'a dit ça, j'étais partante. Déjà, de un, il faut savoir que j'ai fait mes études en communication parce que je voulais travailler dans la presse écrite. J'écris au quotidien, j'écris tout le temps, j'écris des romances. J'en ai une d'ailleurs qui est sur Wattpad, etc. J'écris tout le temps et j'ai travaillé pendant 3 ans dans la presse écrite. Et donc, d'office, moi, écrire, j'étais partante. Écrire sur l'astrologie, encore plus, et en plus avec l'amour, parfait. totalement. Et donc, ce que j'aimais beaucoup, c'est que l'astrologie a vraiment un point de vue très particulier sur l'amour. L'astrologie part du principe qu'on se met en couple avec une personne qui vient nous compléter et qui vient mettre en lumière nos forces, nos dons, nos qualités, et qui vient nous aider à travailler nos défauts et nos points d'amélioration. Et donc, j'aimais vraiment bien cette optique de l'amour. Et puis, il y a des cartes à analyser qui sont spécialement dédiées à l'amour. Donc, tout à l'heure, j'ai lu une partie de ton thème natal. En amour, on va lire la carte de synastrie. La carte de synastrie, c'est quoi? C'est la superposition des 2 thèmes astro des partenaires. Donc, on va vraiment analyser le thème du partenaire A, le thème du partenaire B, et puis après les superposer pour voir quels sont les points d'accroche de ces 2 personnes-là et quels sont les points de discorde de ces 2 personnes-là. Est-ce qu'elles sont faites pour vivre ensemble sur le long terme ou pas, et ainsi de suite. On a également le thème composite, dont je n'ai pu que parler brièvement dans Astrolove, parce qu'Astrolove fait déjà 300 pages, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette thématique-là, mais il fallait me canaliser et rester accessible aussi pour les personnes qui découvrent l'astrologie. Et donc, il y a vraiment plusieurs cartes, etc. à analyser, plusieurs réponses à nouveau à avoir. Et par exemple, en consultation, j'ai déjà eu des personnes qui venaient de subir une rupture assez forte, troublante et puissante dans leur vie et qui étaient en quête de réponses. Et ce genre d'analyse de cartes du ciel leur ont apporté vraiment les réponses qu'elles souhaitaient avoir et pourquoi est-ce que cette rencontre-là les a marquées plus qu'une autre, par exemple. Et c'est vraiment cette bienveillance-là que je voulais apporter avec Astrolove. Vraiment ce côté, déjà, connais-toi toi-même, parce qu'en te connaissant toi-même, tu vas comprendre quel genre de personne tu attires, quel genre de personne avec qui tu dois avancer sur ton chemin de vie, et pourquoi est-ce qu'une relation a bien fonctionné, mais pourquoi est-ce qu'une autre a mal fonctionné aussi. Et donc, en dehors de la théorie sur l'astrologie, en fait, ce livre, il est découpé en 3 parties. La première partie, c'est sur le thème natal et la théorie, vraiment sur l'histoire de l'astrologie, etc. La deuxième partie, elle est axée sur le développement personnel, vraiment apprendre à te connaître, apprendre à connaître ton profil amoureux. Et puis, il y a des rituels, des questions qui te sont posées, etc. Tu peux même écrire, coller des choses et tout dans le livre. Et la troisième partie, c'est compréhension d'une compatibilité amoureuse ou relationnelle. D'accord, passionnant. Mais écoute, on mettra toutes les coordonnées de ce livre dans les notes de l'épisode pour le retrouver et pour se le procurer. On va finir par des questions d'ordre plus général. Voilà, l'idée c'est d'y répondre naturellement. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus en général, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit dans tes coachings, et quelles sont les réponses à ces questions justement? Alors, la réponse qu'on me pose le plus souvent, c'est tout ce qui touche à l'amour. Est-ce que je suis compatible avec cette personne-là ou pas, etc. Et donc là, on analyse la carte de synastrie. Je reçois aussi beaucoup la question, je pense même que c'est celle que je reçois peut-être le plus, c'est celle par rapport à la mission de vie ou aux missions de vie plutôt. Quelle est ma mission de vie? Pourquoi est-ce que je me suis incarnée, etc. Est-ce que je suis alignée avec mon chemin de vie? Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là, notamment du coup sur le plan professionnel. Du coup, vraiment, est-ce que le métier que je fais
au quotidien est celui qui est le plus aligné avec mon chemin de vie, avec qui je suis réellement. Et ça, je pense vraiment que ces deux questions-là, souvent, elles sont collées l'une à l'autre, quoi. L'amour et le travail, c'est vraiment les deux questions que je reçois le plus souvent. Et donc, bah, moi, au fur et à mesure de mes analyses, c'est les réponses auxquelles j'espère, enfin, c'est les réponses que j'espère apporter, du coup, aux personnes qui viennent me consulter. D'accord, et tu es capable de leur dire si elles sont alignées ou non finalement, en analysant C'est voilà, ça, leur ciel de totalement. naissance. D'accord, très bien. Aujourd'hui, beaucoup ne sont, enfin quand même de moins en moins, et en plus on le voit chez les jeunes, d'ailleurs c'est assez hallucinant parce que tu es jeune et il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, donc vraiment tu réussis ta mission de démocratiser, c'est d'ailleurs incroyable que beaucoup de jeunes comme ça s'y intéressent, mais il en reste quand même qui sont pas du tout adeptes du dev perso, de l'astrologie, qui parlent de charlatans, de sorciers et je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Bah moi, je leur dis rien. Non, mais c'est vrai parce que tu vois, même mon amoureux, tu vois, ici, il est hyper cartésien. Et au début, quand je lui ai Ouais. dit, ouais, je plaque le journalisme, je plaque la communication digitale, je me lance de l'astrologie, il m'a dévisagé en mode, elle est folle, ma meuf, tu vois. Et donc, ça a été très compliqué pour lui au début d'accepter cette transition professionnelle et ce changement-là. Et je lui ai dit, écoute, je ne cherche pas à te convaincre, tu verras par toi-même au fur et à mesure. Et finalement, un jour, il est venu frapper comme ça à la porte en mode, j'étais là, occupée à bosser. Oh, tu peux regarder un peu mon thème, me dire certaines choses par rapport à qui je suis, par rapport à l'astrologie, parce que je suis tombée sur ton post là sur Instagram et je crois que c'était très vrai ce qui était mis sur le taureau. Et donc voilà, en fait, je pense que le développement personnel, et vu que moi l'astrologie c'est comme ça que je l'utilise, le développement personnel ce n'est pas quelque chose qui se force, c'est quelque chose qui vient à soi. Ça vient vraiment à un moment donné dans ta vie qui te pose Exactement. les questions nécessaires pour t'ouvrir en fait. Et donc moi j'essaye pas de convaincre les personnes qui pensent que l'astrologie déjà c'est une croyance alors que ce n'est pas du tout une croyance, c'est un outil. Et bah, je pense qu'à un moment donné quand elles seront assez ouvertes, bah, elles viendront spontanément vers moi ou vers quelqu'un d'autre qui pratique l'astrologie. Donc voilà, je ne dis rien en général. Exactement. Quelles sont tes routines pour rester bien physiquement et mentalement? Alors, mes routines, c'est vraiment m'accorder du temps à moi et pour mes proches. Donc, je suis quelqu'un vraiment qui a besoin à la fois de faire le vide vraiment en moi et donc j'ai besoin d'avoir du temps pour moi toute seule. Et donc, ici avec le confinement, ça a été très compliqué d'ailleurs parce que je vis avec mon amoureux depuis Ouais. plusieurs années. Et bah, à un moment donné, au début du confinement, être tout le temps l'un sur l'autre, c'était très complexe. Ouais. Et donc, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, aller courir 1 heure toute seule, prendre un livre, m'isoler dans mon bureau et lire toute seule, tu vois. Et donc, c'est vraiment mon petit rituel au quotidien. Quand je me lève, je prends vraiment une demi-heure pour moi. Je me prépare un petit déjeuner de luxe où je coupe tous mes légumes ou des fruits, etc. Et je me fais des petits bols ou des smoothies, etc. Je vais écouter un peu de la musique douce, relaxante. Je vais lire un peu. Je vais écouter peut-être un podcast aussi. Ou alors, je vais m'occuper de mon petit chat, tu vois. D'accord. Donc voilà un petit peu comment je commence. Et ça, c'est vraiment ma routine. Que je sois en jour off ou en jour où je travaille, j'ai besoin de cette demi-heure ou de cette heure qui m'est consacrée. Et alors au niveau physique, bah, je bouge énormément. J'ai une lune en bélier et donc je suis quelqu'un de très actif, de très dynamique et donc je vais soit courir, soit je fais du yoga, soit je fais de la musculation. Mais c'est super important, presque tous les jours je fais du sport parce que c'est hyper important pour mon mental et pour mon physique. Donc c'est un peu une petite routine à moi. D'accord, top. Une maxime que tu aimes beaucoup et que tu voudrais nous partager? Alors, tout comme la Lune, tu es actuellement en train de passer à ta phase suivante. Donc, c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle part du principe que la vie est cyclique. Ouais. La vie est cyclique et que des fois, on se sent coincé, bloqué. C'est souvent dans les phases de transition, quand on clôture un chapitre, quand on commence un nouveau chapitre ou quand souvent on est un peu à mi-chemin, tu vois. Souvent dans ces phases-là qui sont très marquantes et on est un peu en mode j'ai l'impression de bloquer ou pas, alors qu'en fait non, les choses sont en train de se passer, sont en train de se dérouler, mais on ne s'en rend pas compte, mais on est en train en fait de passer à la phase suivante. On évolue sans cesse à chaque seconde qui passe, etc. Tu vois. D'accord. De tout ce que tu as appris, si tu n'avais à retenir qu'une chose? C'est qu'on est toujours au bon endroit, au bon moment.
Parce que pendant des années, j'ai refusé de prendre ma place. Je refusais de m'incarner d'une certaine manière et d'être qui je suis réellement. J'ai porté plein de masques au cours de ma vie. Des masques qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas du tout moi. Ouais. Et parce que j'avais l'impression que je devais jouer un rôle pour être appréciée par les autres, pour réussir ma vie, tout simplement. Et en fait, au final, j'ai appris qu'il n'y a pas de je dois réussir d'une certaine manière ou je dois montrer une certaine part de ma personnalité. Non. On est toujours à sa place, au bon moment, au bon endroit. Même quand c'est difficile, même quand on passe des épreuves complexes, tourmentées et tout, ben, on doit passer par là pour après arriver à une meilleure destination. D'accord. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, qui est ma question rituelle du podcast, c'est quoi ta définition du risque ou de sortir de sa zone de confort? C'est comme tu veux. Et quels sont justement les risques nécessaires pour vivre pleinement dans sa vie? Alors, pour moi, la définition du risque, bah, c'est clairement faire un truc qui nous fait flipper à mort, quoi. C'est vraiment, imaginons faire un saut en parachute alors que tu as le vertige. Pour moi, c'est vraiment ça la définition du risque. C'est vraiment oser faire ce truc qui t'a toujours fait peur, mais que tu as toujours aimé, que tu as toujours envié limite chez les autres, tu vois. Tu te dis, ah, cette personne-là, elle a osé faire ça, moi, j'oserais jamais, tu vois. Pour moi, c'est ça le risque. Et alors, pour moi, quels sont les risques nécessaires à entreprendre? Pour moi... ils sont tous à prendre, franchement. Moi, je suis vraiment une vraie tête brûlée, tu vois. Mais je fonce et je pense que tout le monde devrait foncer plus. Et c'est quelque chose qu'on nous dit pas assez souvent. Souvent, on nous dit d'être modeste, de ne pas se brûler les ailes, de ne pas brûler les étapes. Je trouve franchement que cette expression, elle n'a pas de sens. Brûler les étapes, ça veut dire quoi au final? On n'a pas tous et toutes le même chemin de vie et on va pas tous et toutes vivre les mêmes épreuves, tu vois. Et donc, au final, je pense que c'est un truc qui te fait vibrer. Vas-y, quoi, fais-le, ose prendre le risque, peu importe. Dans tous les cas, on est des êtres humains, on va retomber sur nos pattes, on va se prendre un mur, on va se relever parce qu'on est fait comme ça. Peu importe si on vit une rupture, si on vit une déception, un deuil ou quoi, ça va nous faire mal, mais on va toujours s'en sortir et revenir plus fort. Super, Chana, bah merci beaucoup pour toutes tes réponses. C'est génial, je suis super contente de t'avoir reçue. Donc, je te dis à bientôt. Ah ben, merci à toi, Laura, encore, et à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.